Si vous avez du mal à poser des limites, à prendre votre place, à dire non, ou que vous avez tendance à faire passer les besoins des autres avant les vôtres, c'est vraiment à vous que je m'adresse dans cette vidéo parce que c'est une problématique assez redondante chez les personnes que j'accompagne et qu'en général on envisage toujours ça du point de vue du manque de confiance en soi ou de la générosité d'ailleurs, chez les personnes qui ont tendance à donner sans cesse. Mais moi, j'avais envie de vous donner un éclairage un peu différent, qui est celui de la neurologie appliquée, pour vraiment comprendre le mécanisme qui mène à l'oubli de soi et qu'on appelle la réponse au stress de Faune. Car oui, c'est une réponse au stress, une adaptation du cerveau qui va vous conduire non seulement à dissimuler ou amoindrir vos vrais sentiments et vos vrais besoins, mais aussi à être dans un surinvestissement dans vos relations, à trop donner, et donc à créer du déséquilibre, et même à finir par avoir l'impression de ne pas compter, de ne pas exister, et ça peut mener au fait de nourrir une forme d'amertume. Mais bon, tout ça c'est bien, on est capable de le comprendre, je dirais, de manière conceptuelle, mais vous aurez remarqué que prendre sa place, poser des limites, dire non, eh bien c'est pas simple, c'est pas si simple. Et c'est justement pour ça que j'avais envie qu'on discute aujourd'hui de ce sujet, et puis aussi pour contrer ces injonctions de ce que j'appelle le développement personnel toxique, qui peuvent vous amener à douter de vous et de votre capacité à mener votre vie comme vous le souhaitez, parce qu'en fait, personne n'a envie de s'oublier. Quand on s'oublie, c'est parce qu'on est dans une stratégie de survie, d'amadouement de menaces, comme on dit en intelligence neurosomatique. Et ça s'orchestre au niveau cérébral. Et je vous rassure tout de suite, il existe des solutions, mais je vous rassure aussi, ce n'est pas de votre faute et vous pouvez laisser tomber la culpabilité. Donc, dans cette vidéo, je vais vous décrire ce qu'est vraiment cette fameuse réponse au stress de Faune et puis la replacer dans le contexte de l'ensemble des autres réponses au stress classiques, le fight, le flight, le freeze, en quoi c'est différent, comment ça se forme, etc. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi cet oubli de soi va devenir pour vous un mode de fonctionnement automatique et pourquoi notre cerveau crée cela, parce qu'il y a vraiment une raison cérébrale. Et puis on ira voir des pistes concrètes, simples mais puissantes, pour vraiment sortir de cette boucle et vous redonner la place que vous méritez dans votre vie. Alors j'ai déjà abordé avec vous les réponses au stress et notamment les classiques fight, flight, freeze. Et pour faire un bref retour sur leur histoire, sur le concept, je vous ai expliqué que ça venait d'un physiologiste, Walter Cannon, au début à peu près du XXe siècle, et que c'est lui qui a voulu décrire cette fameuse cascade d'adrénaline qui va préparer un animal ou un humain à affronter un danger ou au contraire à s'en échapper. Et puis un peu plus tard, il y a des psychologues et des éthologues qui ont ajouté une troisième option, c'est le freeze, que j'ai aussi abordé avec vous dans une autre vidéo. Le freeze, en fait, c'est le figement. C'est l'animal qui fait le mort, ou c'est la proie qui est tétanisée. Je vous ai déjà donné cette image d'un animal qui est dans la forêt en train de se nourrir, qui entend un bruit, qui se fige, en attendant de décider ce qu'il va faire. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ces réactions, ce sont des réponses, d'accord? Ce sont des réponses automatiques. C'est la manière dont votre cerveau va décider de réagir face à ce qu'il perçoit comme une menace. Et depuis quelques années, on reconnaît une quatrième réponse au stress, d'ailleurs particulièrement dans les cas de trauma complexe dont on aura l'occasion de parler ici, qui est la fameuse réponse au stress de Faune. En français, on traduit souvent ça par soumission, faire le gentil, faire plaisir aux gens. En tout cas, la particularité du Faune, c'est que c'est une réponse qui est sociale, contrairement aux autres. Pour comprendre ça, imaginez que dans le fight, on va se battre, on va se défendre, on va s'énerver, on va défendre sa position. On réagit en fait pour se protéger. Dans le flight, on s'enfuit. On peut fuir une discussion, fuir une personne, fuir une situation, etc. Donc au sens propre, on court loin du danger, mais ça concerne globalement toutes nos tactiques d'évitement de personnes ou de situations. Et dans le freeze, on se fige. On attend que la situation passe. On est dans quelque chose de très lent, de très immobile. Par contre, dans le faune, on tente de désamorcer la menace, le danger en étant aimable, en étant ultra serviable, ultra conciliant. C'est vraiment une séduction de la menace qui consiste à dire « je te donne ce que tu veux
pour m'assurer à moi une relative sécurité. Alors évidemment, c'est inconscient, même si parfois on peut décider d'agir comme ça parce que c'est plus simple. Et je peux vous en parler. Moi, je me souviens que lorsque j'étais jeune, je m'assurais d'être l'enfant qui ne posait pas de problème, qui travaillait bien à l'école, qui faisait le ménage, qui faisait à manger, qui portait toutes les corvées, parce que je me disais qu'au moins, si tout était parfait, eh ben, il n'y aurait pas de crise. Et quand je parle de menace ou de danger, il faut toujours l'envisager sous une perspective neurosomatique, c'est-à-dire la personne ou la situation qui va générer un stress important pour moi. Si mon cerveau étiquette comme menace le conflit, je peux par exemple avoir tendance à cacher ce que je pense pour ne pas le provoquer ou à aller toujours dans le sens de l'autre. Si la menace c'est l'humeur de mon parent ou de mon conjoint, je peux chercher à faire les choses parfaitement pour satisfaire l'autre et m'assurer qu'il ne me quitte pas ou qu'il n'ait rien à me reprocher. Et c'est ça le faune, c'est vraiment une stratégie de survie relationnelle dans laquelle on se fuit soi pour fuir dans la relation, parce que c'est ça le garant du bien-être. Pourquoi? Eh bien pour éviter la violence ou pour ne pas être rejeté. Et quand je dis violence, je ne parle pas forcément de coups, je parle de violence émotionnelle, toujours selon mon cerveau et l'interprétation qu'il fait de ce que je vis. Donc le faune, c'est vraiment une tentative de maîtriser l'environnement en anticipant les besoins des autres, en se pliant à eux, en évitant à tout prix le débordement. Et ce mécanisme est extrêmement fréquent chez les personnes qui ont vécu des traumatismes relationnels répétés et qui vont donc inconsciemment tout faire pour que cela n'arrive plus. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans cette réponse, il y a vraiment deux dynamiques qui coexistent. D'un côté, on va à la rencontre de la menace pour l'amadouer, on est gentil, on veut la rendre moins dangereuse, on veut en avoir moins peur. Et de l'autre, on inhibe nos propres mécanismes de défense, comme le fait de dire non, ou le fait même d'exprimer sa colère. Et vous vous demandez peut-être, ok, mais pourquoi on devient comme ça? Eh bien, parce qu'on l'a appris, souvent dès l'enfance, dans des situations, des environnements où la sécurité dépendait de l'humeur des adultes. Quand un enfant sent que son bien-être dépend de quelqu'un d'instable, d'imprévisible ou d'effrayant, il fait ce qu'il peut pour rendre cela supportable, pour maintenir le lien à tout prix parce qu'il en a besoin et s'assurer un minimum de sécurité. Il ne peut pas fuir ni se battre. Alors il va choisir de s'effacer parce que pour un enfant, ce n'est pas possible de remettre en cause son parent. Il y a vraiment une intériorisation de la faute en quelque sorte qui va le pousser à s'adapter, à composer, à se changer au lieu de remettre en question le lien qu'il a avec son parent. C'est pour ça notamment que même les enfants d'inceste en viennent à avoir honte, à se demander quel est le problème, plutôt que d'aller jeter la faute sur le parent et sur ce qui est fait. Le faune peut aussi s'installer dans une situation de danger émotionnel lorsque l'enfant, sans forcément avoir de parents toxiques, va manquer de connexion émotionnelle avec ses parents ou ne va pas recevoir l'attention qu'il aimerait recevoir. Je pense à une de mes clientes, par exemple, dont la sœur aînée était malade, très très malade. Et évidemment, malheureusement, toute l'attention était tournée vers cette sœur. Alors elle, pour garder sa place, est devenue l'enfant parfaite, qui ne demande rien, qui ne dérange pas, celle qui fait tout pour être utile et qui ne veut surtout pas devenir un poids de plus. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'âge adulte? Elle a rejoué ce même rôle en fait, dans ses amitiés, dans sa famille, à toujours vouloir aider, servir, enseigner, être présente, etc., etc. Les psychologues appellent ça en fait des traumas complexes. Le trauma complexe, c'est vraiment un trauma qui est lié au contexte relationnel qui s'est joué dans l'enfance. Et ces traumas vont empêcher la personne d'intégrer, de se réguler dans le présent. Donc ça n'a rien à voir avec un événement unique. Le trauma complexe, c'est l'eau dans laquelle on a baigné, c'est une dynamique qui s'est forgée sur le long terme. Un autre exemple de l'installation possible du faune, ça peut être la parentification, c'est-à-dire quand un enfant devient un peu le parent de ses propres parents, soit parce qu'ils sont dépressifs, soit parce qu'ils sont immatures ou autres. Et donc l'enfant se met à surveiller l'état émotionnel de l'adulte,
à répondre à ses besoins et à s'ajuster sans cesse. Et au final, ce qu'on apprend dans tout ça, c'est quoi? Eh bien, c'est à se déconnecter de ses propres besoins, de ses propres émotions, à ne plus exprimer sa tristesse, sa colère, sa peur, parce que c'était dangereux de le faire, parce qu'il n'y avait pas la place pour ça. Vous savez, je me suis rendu compte, il y a quelques années à peu près, que j'avais une manière d'être là pour les autres qui n'était pas normale. En fait, il importait peu que je connaisse les gens depuis longtemps ou pas. Dès lors que j'allais percevoir que cette personne n'allait pas bien ou que je pouvais l'aider, j'étais là, je soutenais. Et même des personnes peut-être qui n'avaient pas été super sympas avec moi par le passé. Alors on peut se dire que c'est de l'altruisme, mais en fait pas du tout. Pas du tout, c'est de la blessure. Parce que est-ce que c'est vraiment normal de vouloir à tout prix porter une personne, même quand on la connaît à peine? Non, ça l'est pas. Et je pensais vouloir aider. Je pensais être une personne proche des autres, soutenante. Mais au final, avec le recul que j'ai aujourd'hui, je comprends que ce que je recherchais, c'était du lien. C'était de me sentir utile. C'était de prendre la place de celle qui aide et répare, parce que quelque part, c'est comme ça que j'avais grandi. Et surtout, c'est qu'en assurant ce rôle-là auprès de ma mère, j'avais réussi à créer un lien avec elle. C'était le seul moment quelque part où ce lien était valable, quand je lui donnais cette attention, ce soutien, etc., etc. Et donc ensuite, j'ai emmagasiné que dans la vie, c'est comme ça qu'il faut être avec les autres pour maintenir un lien, une connexion et tout. Donc il m'a vraiment fallu prendre du recul sur mes comportements pour les voir comme ils étaient et réapprendre à mon cerveau une autre dynamique relationnelle pour devenir capable donc de vivre des relations saines avec les autres, de savoir garder une juste distance, de savoir aussi protéger mes propres émotions au lieu de me sacrifier pour le bien-être émotionnel des autres et aussi d'arriver à dire non, j'ai pas envie ou c'est pas le moment ou je peux pas. Parce que sinon, sans ce travail neurosomatique, le problème c'est qu'on continue de fonctionner comme ça, de manière complètement automatique, puisque ce qui nous a permis de survivre émotionnellement dans le passé va continuer de s'opérer dans le présent, parce que notre cerveau sait que ça fonctionne. Donc même si le contexte a changé, même si le patron, le conjoint, l'ami, le parent ne sont plus là aujourd'hui, notre système nerveux, lui, va continuer de réagir comme si c'était vital de plaire, de s'adapter comme il l'a toujours fait. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver à suradapter son comportement. Vous savez, peut-être que vous vous êtes déjà dit, je suis toujours en train de m'adapter aux autres, je suis toujours en train de me mettre à la place des autres, mais qui se met à ma place? C'est exactement de ça dont je parle. Peut-être que vous avez tendance à tout accepter, peut-être même que vous vous êtes déjà fait avoir par des personnes toxiques, parce que c'est aussi à ça que mène la réponse de faune. Il faut aussi dire que le faune, ça va vraiment être le terrain privilégié de l'anxiété. Parce que dans le faune, on devient ultra sensible à l'humeur des autres. On surinterprète leur silence, leurs paroles. On vit avec quelque part la peur de mal faire, la peur de déranger, la peur d'être un fardeau, la peur d'être moins aimé. Encore une fois, c'est inconscient. Et donc on fait quoi? Eh bien, il y a deux solutions. Soit on évite les interactions sociales, ce qui est assez compliqué, soit on en fait trop. Et il y a une vraie conséquence identitaire à cela. Parce que les personnes que j'accompagne et qui vivent dans cette réponse me disent toutes qu'elles ne savent plus qui elles sont. Et c'est normal parce que à force de ne jamais dire non, d'accepter des choses qui ne nous conviennent pas, de toujours concilier, de ne pas se plaindre, etc., on va se créer un personnage social. Ce personnage convient souvent très bien aux autres, mais il nous tue intérieurement. Et ça, sur le long terme, ça peut mener à de la tristesse et même à de la dépression. Et j'ai lu pas mal de choses du docteur Ariel Schwartz, qui a beaucoup étudié cette réponse au stress de faune et qui parle aussi de l'impact sur l'estime de soi. Parce que quand on passe sa vie à servir les autres, on finit par croire que nos propres besoins valent moins. Et c'est ça aussi, c'est que quelque part, on normalise ce qu'on vit par une dévaluation de soi, et là, eh bien, c'est la honte qui va prendre le dessus. Et c'est ce fameux syndrome de l'imposteur, cette voix qui nous dit qu'on n'est pas assez, qu'on doit se contenter de ce que l'on a. Et ce qui est aussi assez douloureux, c'est cette colère rentrée. D'accord? C'est ce sentiment de tout donner, sans retour équivalent, sans être vu, et presque de sans vouloir, d'en vouloir aux gens. On ne se trouve pas légitime en fait dans cette colère. Tout ça pour dire que tout ça, ça use. Ça use émotionnellement, ça use physiquement. On peut en arriver à l'épuisement, au burn-out, à des troubles du sommeil,
à du perfectionnisme aussi pour cacher quelque part la honte, mais ce n'est pas de votre faute. D'accord? Vous avez fait ce que vous avez pu pour vous adapter à ce que vous avez vécu jusqu'ici. Et puis on peut en sortir, d'accord? Quand vous prenez conscience de tout ça et que vous travaillez avec les bons outils, notamment les outils neurosomatiques, vous pouvez reprogrammer votre système nerveux. Vous pouvez retrouver une manière d'être plus aligné, plus libre. Dans le faune, on parle vraiment de capacité à poser des limites. On parle de capacité à être suffisamment relié à soi pour écouter ses vrais besoins. On parle de capacité à gérer émotionnellement le fait de déplaire. Et ça, ce n'est pas le mindset qui va vous le permettre, parce que dire à une personne « aie confiance en toi, dis ce que tu penses, affirme-toi », c'est facile, mais dans un sens, c'est absurde, puisque si elle ne le fait pas, c'est qu'elle n'en est pas capable au niveau du système nerveux. C'est trop de menaces pour elle. Ou alors, peut-être que vous allez être capable de dire ce que vous pensez, et puis finalement, vous allez vous effondrer, vous en vouloir, et ensuite vous nier encore plus, presque pour vous racheter. Et tout ceci, en intelligence neurosomatique, nous savons l'accompagner. Parce que oui, le cerveau a cette capacité incroyable qu'on appelle la neuroplasticité, de se remodeler d'une autre manière, d'apprendre à être d'une autre manière. Et lorsque le cerveau est capable de réinterpréter ce qu'on vit, nos réactions vont pouvoir être différentes. Et donc on va pouvoir, dans le cadre du faune, devenir une personne qui affirme qui elle est, qui pose ses limites, qui s'autorise aussi de prendre sa place. Et prendre sa place, c'est quoi? C'est aussi bien au niveau sentimental qu'au niveau professionnel, qu'au niveau financier. C'est exister. C'est être vraiment soi. C'est arrêter de se dire qu'on doit continuer à jouer petit ou à rester à notre place pour vraiment dire « voici qui je suis, voici ce que je veux, voici ce dont j'ai besoin ». Et ça veut dire aussi une chose, c'est qu'on peut réapprendre à être soi. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets en description de cette vidéo un lien vers un atelier qui a eu beaucoup de succès que j'ai créé sur le faune, justement pour vous permettre, avec l'aide de l'intelligence neurosomatique, à vous sentir en sécurité dans le fait de prendre votre place, de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez et d'aller vers la vie que vous souhaitez. Donc non, ce n'est pas normal d'être trop gentil, de trop en faire et de s'oublier. Et je pense que c'est vraiment important de dire les choses et de remettre tout ça à sa place pour permettre à des personnes peut-être comme vous et comme moi j'ai dû le faire, de vraiment s'autoriser à être et de vraiment s'autoriser à vivre leur relation à partir d'un juste espace. Un espace dans lequel on est avec l'autre et on donne à l'autre parce qu'on en a envie, parce qu'on sent que c'est juste, parce qu'on sent que la relation quelque part le mérite, et non plus un espace dans lequel on est avec l'autre, on accueille tout de l'autre, parce qu'on pense qu'on n'a pas le choix et qu'on ne sera pas aimé si l'on est soi. N'hésitez pas à me dire en commentaire de cette vidéo ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions, ou peut-être que ça vous aura ouvert de nouvelles perspectives de guérison, et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.